Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Mireille Coulombe-Aniposhi, une coordonnatrice à la FCO, donc une de mes collègues, et puis on va jaser aujourd'hui de construction identitaire. Donc bonjour Mireille et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Le terme construction identitaire, c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps en éducation, mais aussi dans le domaine de la petite enfance. Donc, moi, quand j'ai commencé à la PCO, je ne peux pas dire que je savais exactement c'était quoi la construction identitaire. Puis, c'est toi qui as réussi à me l'expliquer d'une façon que je comprenais tellement bien. Donc, c'est une des raisons qu'on voulait avoir cette jasette-là avec toi aujourd'hui. Commençons là. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la construction identitaire? On va commencer par regarder quand on grandit, quand on est une personne, puis qu'on grandit, on se construit une identité. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié par différentes sciences, ça peut être en sociologie, en philosophie, mais dans le fond, la construction identitaire, c'est qui je suis, la place que je prends dans le monde, puis où je m'en vais. Puis, tous les morceaux qui vont faire qui je suis. Donc, quand on parle de construction identitaire, la plupart du temps, puis en fait, il y a bien des chercheurs qui ont travaillé là-dessus pour les francophones en contexte minoritaire, on veut dire l'aspect francophone de mon identité. Donc, les écoles, les services à l'enfance, toutes les personnes qui m'influencent en français, ben, c'est ça qui va faire de moi une personne francophone, mon identité francophone. Ça fait que la construction identitaire, c'est les identités sous toutes leurs formes, mais puisque nous autres, on est francophones puis on travaille en milieu francophone, la construction identitaire de francophone devient notre priorité, devient partie de notre rôle qu'on joue auprès de l'enfant. Puis, j'offre présentement la formation de francophone. Puis, dans une des auto-formations qu'on suit dans francophone, on parle de ces chercheurs-là, donc tu viens de mentionner, Rodrigue Landry en étant un, et du balancier compensateur. Est-ce que tu es en mesure de nous expliquer un peu c'est quoi sa théorie, puis c'est quoi ça, un balancier compensateur? C'est ça. Donc, oui. Donc, Rodrigue Landry a dit à un moment donné, puis ça m'a vraiment frappé, c'est qu'on ne naît pas francophone, on le devient. Donc, c'est pas parce que tes parents sont francophones que tu vas parler français. C'est pas par le simple fait qu'ils le parlent, c'est que tu es exposé à le français. Donc, quand Rodrigue Landry parle d'un balancier compensateur, c'est que en contexte minoritaire où tu as de l'anglais partout, où on dit que l'anglais, ça s'attrape parce que partout où on va, on entend de l'anglais, pour compenser, c'est comme une balance, pour compenser tout l'anglais qu'on entend, et si on veut que l'enfant s'identifie ou se sente comme il y a un sens d'appartenance à la francophonie, bien, on doit y faire goûter à la francophonie. On doit lui donner des occasions de vivre en français. Donc, que ce soit, donc, créer un espace francophone, ce soit comme des services à l'enfance, ça commence par là. Tu as la famille, tu as, premièrement, parler français à ton enfant toi-même, mais aussi tous les choix que tu fais en tant que parent pour donner cet espace francophone à ton enfant. Et plus on en ajoute dans la vie de l'enfant, et plus l'enfant va avoir des occasions de s'identifier à cette communauté-là francophone. C'est dans nos services de la petite enfance, on est là pour appuyer cette construction identitaire-là francophone. Donc, qu'est-ce que nos espaces, comment de place est-ce qu'on doit donner à la francophonie dans nos centres ou dans nos services pour venir aider à cet équilibre-là? En fait, je pense que tout le monde connaît Bronfenbrenner avec son modèle écologique où tu as l'enfant au centre, après ça, tu as la famille, ensuite, tu as le milieu éducatif, ensuite, tu as la communauté, puis la communauté plus large. Donc, nous, on a un rôle au niveau. En fait, on a un rôle avec la famille, on a un rôle avec le centre éducatif parce qu'on a beaucoup de temps toute la journée avec les enfants. Donc, moi, je pense toujours, je me rappelle de deux lettres Q. La quantité et la qualité. Donc, la quantité dans le sens que ben, si on veut acquérir une langue, on doit être exposé beaucoup à cette langue-là. Puis si on veut que l'enfant choisisse d'ajouter cette langue-là dans son identité ou dans comme facette de sa personnalité,
il faut qu'il y ait de la qualité. Il faut que ça soit amusant. Il faut que ça soit quelque chose qui... Donc, c'est pas juste le fait d'entendre du français, mais est-ce qu'il chante en français? Est-ce qu'il joue en français? Est-ce qu'il voit un médecin francophone? Parce que c'est l'autre élément important, c'est que l'enfant se voit dans des modèles francophones. On appelle ça des modèles accessibles. Soit des enfants de l'école, soit des amis du voisinage. Toute personne qui parle français est un modèle linguistique. Donc, tu parles de quel est notre rôle comme éducateur ou éducatrice. On est des modèles linguistiques et culturels. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, on est un modèle pour l'enfant. Et là, l'enfant s'identifie à ça ou non. Et là, c'est l'enfant qui a le dernier mot là-dessus. Puis à un moment donné, dans son évolution, il va peut-être choisir de continuer ou d'arrêter. Et ça, en tant que parent, en tant qu'éducateur, on n'a pas de contrôle. Mais on a du contrôle sur la quantité et la qualité du français qu'on va exposer à l'enfant. Bien, puis tu me fais réfléchir que puisqu'on est à la base, si un petit enfant, c'est essentiellement de 0 à 6. Mais si la base est forte, on est en train de monter les chances qu'ils s'identifient à cette culture-là, qu'ils s'identifient à cette langue-là. Parce que le succès que l'enfant rencontre, il se construit sur le succès qu'il connaît déjà. Donc, s'il ne connaît pas de succès parce qu'il ne développe pas ses compétences, parce qu'il n'a pas eu les occasions d'être exposé, ça devient un défi, il ne peut pas s'exprimer, on ne le comprend pas. Donc, plus vite il va développer ses compétences, puis plus il va connaître du succès. Et là, évidemment, quand on parle de quantité et de qualité, si ces expériences en français, c'est des expériences de qualité, c'est certain qu'il va vouloir continuer. C'est un peu, Lise Paiement disait toujours qu'il faut s'amuser en français, il ne faut pas juste apprendre le français. Donc, c'est toute une question là, de vivre en français. Il faut avoir du francophone. Notre formation le dit, il faut avoir du fun en français. On parle de passeur culturel parfois. Puis moi, j'aime moins ça, ce terme-là, parce que passer la culture, c'est comme si la personne était passive. Donc, l'enfant reçoit la culture que je lui donne. Mais dans le fond, j'aime beaucoup dire je suis un modèle culturel, je suis un modèle linguistique, parce que là, l'enfant a le choix. Puis dans le fond, c'est la réalité, il a le choix. Mais si je dis que je suis un modèle, je vais peut-être faire un effort, justement, pour m'assurer d'avoir de la qualité puis de la quantité. Parce que c'est un rôle tellement important comme éducateur d'enfants, surtout quand ils sont tout petits. Parce que, comme tu as dit tantôt, c'est la base, puis ils construisent leur identité là-dessus. Ça, c'est encore Rodrigue Landry qui disait on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Donc, dans le sens que lui, il a fait cette étude-là auprès des enseignants. Il avait fait une étude avec des jeunes de la 11e année, parce qu'on se rend compte qu'en 11e année, c'est un moment crucial pour les jeunes par rapport à leur identité. Puis c'est souvent, à cet âge-là, ils choisissent la francophonie ou non. Donc, c'est pour ça qu'il avait fait une étude à cet âge-là. De toute façon, lui avait mentionné, si les enseignants ont une bonne connaissance de la culture et de la langue, on ne peut pas faire autrement que les enfants aient une meilleure connaissance de la culture et de la langue. Donc, de prendre conscience de son rôle de modèle, d'être en co-apprentissage continu. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc, ça, c'est de le faire consciemment. C'est un exemple important. La qualité et la quantité. Donc, à chaque jour, est-ce que dans mon espace avec les petits, j'ai beaucoup d'activités, beaucoup d'occasions de vivre en français, puis beaucoup d'occasions de vivre en français de qualité où mes enfants ou les petits vont avoir du plaisir, ou vont avoir des expériences positives, vont vouloir continuer, vont vouloir le refaire. Donc, qualité, quantité, la conscience qu'on est modèle linguistique en apprentissage continu, connaître et faire connaître les ressources dans notre milieu. Il y a beaucoup de déserts culturels en français en Ontario. La majorité, il y en a peut-être moins, mais partout où l'on va, il y a des centres culturels, il y a des activités en français. On pourrait être surpris, mais il faut faire un petit effort des fois pour essayer de trouver ce qu'il y a disponible. Parce que le parent, il ne sait pas toujours. Puis c'est même dans le code d'éthique. C'est un rôle, on devrait savoir ce qu'il y a disponible dans la communauté. Donc, c'est peut-être pas dit qu'il faut que ça soit fait en français, mais quand j'œuvre en français, je devrais faire un effort. Puis c'est pas facile, puis c'est pas automatique. Mais c'est mon rôle. Donc, non seulement de les connaître, mais d'aiguiller les parents. Donc, l'autre aussi, c'est d'accueillir et d'inclure les familles
dans toute leur diversité. Donc, moi, si j'accueille des familles hispanophones, je l'accueille, la famille, mais je crée l'espace francophone pour cet enfant-là. Il est accueilli avec son identité, son autre aspect d'identité, mais je l'accueille en français pour cet aspect-là parce que c'est ça qui est mon rôle. Donc, puis l'autre chose qu'on oublie parfois dans un service, puis souvent on est dans des écoles, c'est tellement important d'établir des liens avec l'école, avec les institutions postsecondaires. Tu sais, le continuum d'éducation, là, ça commence avec la petite enfance, mais ça finit pas là. Ça continue jusqu'à l'âge adulte. Et après, parce qu'ils nous reviennent avec leurs petits. Donc, d'être conscient de ça, qu'on fait partie d'un continuum et que c'est chaque élément du continuum, c'est chaque élément de la communauté qui fait vivre la francophonie chez l'enfant. Puis c'est autant d'exemples qu'il va faire de l'enfant qu'il va vouloir faire partie de ça, cette communauté vibrante et plaisante et amusante en français. Pour résumer tout ce que tu viens de dire, c'est de prendre notre rôle comme modèle dans toutes ses formes, mais modèle francophone culturel au sérieux. De ne pas juste laisser ça à la chance que, tu sais, une fois qu'on comprend la construction identitaire, puis qu'on comprend comment est important notre rôle d'en bâtir ça auprès des enfants, bien là, on peut commencer à prendre les étapes pour devenir le meilleur modèle possible. Donc, je te remercie énormément de venir définir ça pour nous aujourd'hui, nous l'expliquer de ta façon qui est facile à comprendre, puis qu'on peut vraiment se voir dans ce rôle-là, puis dans c'est quoi ma responsabilité, puis c'est quoi, comment est-ce que je peux incorporer ces petites pratiques-là, ces petites choses-là, que quand on les met ensemble, ça fait des grosses choses, ça fait des gros changements. Oh oui, ça fait des vagues, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Mireille. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, Mélanie.